Moi, je vais vous parler un petit peu des pratiques sécu dans le cadre de la vie d'un club. Et puis ensuite, on échange de façon ouverte. Et puis au passage, je vais vous expliquer pourquoi je pense que voler mieux, ça ne peut pas marcher en termes de sécurité, de gain de sécurité. Juste pour le plaisir de la discussion et de la polémique constructive. Pierre, est-ce que tu peux lancer le PowerPoint? Ça reste magnifique. Alors je vais juste faire un petit détour avant de reparler de parapente vers complètement autre chose, quelque chose qui s'appelle la théorie de l'homéostasie du risque. Alors c'est un terme absolument barbare, mais qui décrit quelque chose de très très simple, qu'on connaît tous intuitivement, qui est le fait que le cerveau humain a tendance à fonctionner à risque constant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça a été découvert cette théorie de l'homéostasie du risque? Ça a été découvert par une multitude d'études en termes de sécurité routière. Par exemple, si vous regardez ces autoroutes-là, vous voyez bien, ça a été pris voilà, sur une photo, c'est pas recomposé. Il y a un côté de l'autoroute qui est avec un revêtement autodrainant et l'autre pas. Et bien sûr, il y a eu beaucoup d'études sur quel est l'impact sur la sécurité de ces revêtements autodrainants. Et bien, figurez-vous que ce qui se passe, c'est que ça n'a absolument aucun impact. Si on compare ces deux voies d'autoroute en termes de taux d'accident, c'est exactement la même chose. Par contre, ce qui a changé, c'est que les voitures qui sont à gauche, sur le revêtement autodrainant, où il y a objectivement une meilleure visibilité, ont adapté leur comportement à ça, et donc conduisent plus vite. Donc il y a des phénomènes de compensation. Quand la sécurité passive augmente pour des raisons X ou Y, on compense automatiquement pour revenir à son niveau de risque cible confortable. Ça c'est un exemple. Il y en a une multitude. Il y a une très très belle étude qui a été faite sur les taxis à Munich. À une époque, ils ont équipé la moitié de la flotte avec des ABS et l'autre sans ABS. C'était les mêmes voitures. Ils ont étudié le taux d'accident des deux groupes, ils ont étudié la conduite des deux populations, avec des gens qui faisaient un taxi, qui étaient là, qui étaient des mouchards en fait, pour juger de la conduite. Et en fait, ce qu'ils ont observé, c'est que c'est la même chose. C'est que le fait qu'on ait rajouté un ABS n'a pas diminué le taux d'accident. Par contre, ce que ça a fait, c'est que les taxis qui avaient un ABS conduisaient beaucoup plus vite et avaient une conduite ressentie comme plus risquée. Donc on est exactement dans la même cas de figure de l'autoroute. Ça marche aussi pour les histoires de formation, les expertises. Je ne sais pas si j'espère mieux, monsieur. Donc ça c'est très simple, c'est une étude qui a été faite en Scandinavie, où on a formé un certain nombre de populations de conducteurs à savoir conduire sur la neige, sur la glace. Et puis on a étudié dans le temps, est-ce qu'ils ont moins d'accidents que ceux qui ne sont pas formés? Vous savez le résultat? Non, c'est exactement pareil. Par contre, ils ont acquis des compétences, et ces compétences-là, ils les ont mis à profit pour conduire mieux, j'ai pas dit voler mieux, conduire mieux, aller plus vite, mais aucun impact sur l'accidentalité. Beaucoup d'études en santé publique qui ont été faites là-dessus. Alors celle-là, elle est plus surprenante. C'est sur des groupes qui sont exposés à la contamination, soit HIV, soit d'autres MST, les groupes spécialement exposés. Groupes qui utilisent couramment les préservatifs, comparé à un groupe qui n'utilise pas les préservatifs ou peu. Alors là, stupeur, les deux groupes ont strictement le même taux de contamination étudié sur des années. Alors comment ça se fait? Comment c'est possible ça? Comment c'est possible ça? C'est juste que le groupe qui utilise des préservatifs a adapté son comportement à ce dispositif de sécurité et a multiplié des partenaires et des relations, enfin bon, bref. Et comme les préservatifs, ça ne marche pas à tous les coups, et ben voilà, on arrive à exactement la même chose. Donc ce phénomène, cette théorie-là, ça s'appelle l'homéostasie du risque, et ça peut être représenté très très simplement de la façon suivante. Vous avez une échelle de risque de il ne se passe rien, il n'y a pas de risque, je m'emmerde, à risque maximal. Et on a tous, inconsciemment, une zone de confort, de risque de confort, d'accord, dans laquelle on a des régulations qui nous ramènent à ça. Si on est au-dessus
de la zone, on a peur, on revient à notre zone cible. Ça, c'est très bien pour la sécurité, il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Si on perçoit un risque moindre, eh ben, on s'ennuie. Et on va adapter son comportement pour revenir dans notre zone de confort en termes de risque. Donc on va avoir des comportements plus à risque. Simplement, alors c'est inconscient, hein, c'est comme le thermostat de chaudière, on est câblé comme ça, on n'y peut rien, on a ce phénomène de régulation de la prise de risque. Donc moi je vous propose de jouer au jeu suivant, et si ces comportements-là s'appliquaient au parapente et à la pratique du parapente. Vous pourrez imaginer faire des comparaisons, c'est la question que je te posais Jackie tout à l'heure. Ceux qui font des cibles, ceux qui ne font pas des cibles, ceux qui ont deux secours, je pense à la navigation en compétition, versus ceux qui en ont un, ou ceux qui passent des brevets, ceux qui augmentent leur expertise, versus ceux qui n'ont pas de brevet. Qui a le plus d'accidents? Est-ce que c'est pareil? On n'a pas beaucoup de données pour ça. On a quand même 2-3 petits indices qui vont évidemment dans le sens de ce que je pense, c'est pour ça que je les présente. Le premier indice, ça concerne cette histoire de brevet. De la courbe que je vous montre là, c'est le pourcentage de brevetés parmi les licenciés de la FFVL. Vous voyez qu'en 5 ans, on est passé de un peu plus de 50% brevetés à près de 80%. C'est une très très belle réussite. C'est l'opération brevet, je crois que c'est comme ça qu'elle s'est appelée. Super, donc objectivement, la compétence des pilotes, on peut supposer en tout cas, a augmenté parce qu'ils vont plus passer leur brevet. Est-ce que ça se traduit pour autant par une baisse de l'accidentalité? Vous savez très bien, je montre la courbe que non. L'accidentalité, ce que je vous ai mis là, c'est le nombre global d'accidents déclarés à la FFVL en fonction des années. Ce qu'il faut voir, grosso modo, c'est que c'est relativement stable. Il y a eu une mauvaise année en 2015, mais c'est stable. D'accord? On ne peut pas dire que le fait qu'on ait multiplié le nombre de brevetés par 1,5 fait que ça diminue l'accidentalité. Il y a une thèse de médecine qui vient de sortir d'un jeune médecin qui habite Grenoble, qui doit faire le parapente, j'imagine, et qui a comparé l'accidentalité des pilotes compétiteurs versus les pilotes qui ne sont pas compétiteurs. En partant du principe que cette population des compétiteurs est plus formée, déjà ils ont tous le brevet confirmé, nécessairement. Donc il a fait cette comparaison sur 5 ans, entre 2000 et 2014. Et le résultat est le suivant. Alors la thèse fait 60 pages, mais ça se résume en une diapo. Sur 4 ans, le taux d'accidentalité des compétiteurs, c'est 1,56%. C'est beaucoup. Les non-compétiteurs, c'est 0,67%. C'est deux fois et demi moins. Ouais. C'est moins. Mais par contre, le volume moyen de vol des compétiteurs, c'est autour de 70 heures. Le volume des non-compétiteurs, c'est 2 fois et demi moins. Donc en gros, si on ramène au nombre d'heures volées, les compétiteurs ont plus d'accidents, mais ils volent plus d'un autre côté, donc il n'y a pas de différence significative entre le taux d'accidentalité des compétiteurs versus les non-compétiteurs. Donc comme si on avait toujours cette valeur cible constante et qui nous ramène, pas quoi qu'on fasse, mais en tout cas, quelle que soit notre expertise, à ce taux d'accident constant. Donc une façon un peu provocante de représenter les choses, ce serait de dire qu'en fait, tout ce qu'on apprend dans notre progression, les qualités techniques, tout ce qu'on a dans notre équipement qui va vers plus de sécurité passive, ou plus de sécurité tout court, je ne sais pas, les profils de Charcos par exemple, toutes nos capacités d'analyse, elles ne sont pas utilisées. Donc tout ça, c'est des gains objectifs en termes de sécurité, mais que tous ces gains ne sont pas utilisés pour voler plus sécurite, voler pareil mais plus sécurite. Par contre, tous ces gains sont utilisés pour voler plus performant, voler mieux, voler
voler plus loin, voler plus longtemps, mais pas voler plus performant, mais pas voler plus sécurité. Donc du coup, c'est assez, présenté comme ça, c'est assez désespérant. On a l'impression que quoi qu'on fasse, on ne peut pas améliorer la sécu. Alors c'est pas vrai. Il y a une façon de faire, et c'est ce que je vais terminer avec ça. Il y a une façon de faire, c'est d'essayer de faire baisser chez tout le monde, chez les pilotes, cette zone de confort. C'est-à-dire de rendre les pilotes moins tolérants au risque. Alors, maintenant, je voudrais vous raconter trois actions, très rapidement, qu'on fait dans notre club, qui vont dans ce sens-là de la meilleure représentation des risques, de la meilleure considération des risques, et donc, du coup, d'une sensibilité accrue à ce qui peut se passer quand on fait du parapente et quand ça tourne mal. Je vous présente une partie des ailes de Sénart. Donc les ailes de Sénart, c'est le club de région parisienne. On est une centaine de membres. Alors là, ils ne sont pas tous là. Ce que vous voyez là, c'est une de nos réunions mensuelles. La photo est assez lugubre. Une de nos réunions mensuelles, donc on fait 10 par an. Et on en dédie 2-3 à ce qu'on appelle une réunion confesse. Une réunion confesse, en un seul mot, c'est une réunion où chacun qui le souhaite, nous raconte un incident, de ce qui lui est arrivé, où il s'est fait peur, et puis on échange là-dessus. On échange là-dessus, et moi à chaque fois, à toutes ces réunions, et on a fait beaucoup maintenant, à chaque fois j'apprends des choses, à chaque fois il y a des incidents, je n'imaginais pas que ça pouvait arriver, j'apprends des choses des incidents des autres, j'apprends des choses des commentaires des autres sur les incidents des autres, j'apprends des choses quand je raconte mes incidents aux autres. Donc c'est une façon collective en fait de faire du retour d'expérience sur les accidents, sur les incidents, et du coup de libérer la parole. Alors tout le monde ne parle pas, il y a des gens qui ne parlent pas, mais ceux qui ne parlent pas, quand ils discutent avec vous après, ils disent « Ah non, ok, je n'ai pas parlé, mais j'ai appris beaucoup de choses aussi, c'était intéressant d'entendre les incidents des autres. » La deuxième initiative, un petit peu dans le même sens, qui utilise aussi le collectif du groupe pour faire progresser sur le ressenti de la sécurité, c'est tout ce qui tourne autour des problèmes d'ergonomie et de réglage du matériel, en fait. En faisant ces réunions confesses, on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'incidents pour lesquels une des causes, et même la cause majeure, c'était un problème de réglage. C'était un problème de j'ai pas réussi à rentrer dans ma sellette, alors j'ai lâché les commandes, je me suis tortillé comme ça, et là je pris une fermeture. C'est l'accélérateur, j'étais en monturie, j'ai pas réussi à rattraper, alors j'ai été obligé de le prendre comme ça. Et puis dans le micro fondu, il y a une suspente très fine qui s'est prise, et puis dans ma fermeture éclair, donc bref, vous voyez bien de quoi je parle. Il y a une liste absolument interminable, longue comme le bras, de problèmes d'ergonomie, de réglage du matériel qui ont une incidence sur nos sécurités en vol, au quotidien. Donc du coup, on a décidé de faire simplement des soirées sellettes. C'est ici, par l'amour, comme ça. Donc la soirée sellette, c'est qu'on vient avec son matériel. On a acheté, je vous présente ce magnifique engin qui s'appelle une chèvre qui sert à soulever des moteurs. Donc c'est la chèvre des ailes de Sénart. Et on y suspend des pilotes et on discute sur le matériel, on apprend les uns les autres sur le réglage des uns, leur politique. La troisième et dernière initiative que je voulais partager avec vous, c'est l'opération du check. L'opération du check, on le fait depuis pas très longtemps dans le club. Ça part du constat, vous savez bien qu'il y a en moyenne 2 morts par an d'accidents de gens qui ne s'accrochent pas et qui tombent. Il y a 2 morts par an, il y a X blessés, il y a X au carré miraculé. Pourtant, tous les pilotes, tous, savent très très bien ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut ne pas faire, l'après-vol, tout ça, tout le monde le sait. On peut mettre des autocollants partout, être bien accroché sur toutes les feuilles des arbres. N'empêche qu'il y a cette constante dans l'accidentologie de morts par an.
en gros, en moyenne. Donc on s'est dit dans le club, en fait, on va faire une chose très simple. On va faire ce qui se fait en école, ou ce qui se fait couramment chez les parachutistes, c'est de dire on se contrôle les uns les autres. C'est-à-dire qu'avant de décoller, on se demandait, tu me vérifies, ça dure 15 secondes, ok, c'est bon. Simplement ça. Alors ça, l'intérêt premier, c'était ces histoires de billes d'accrochage. Mais évidemment, il y a plein d'autres intérêts secondaires qu'on n'avait pas du tout anticipés, qui sont que le premier intérêt fort, c'est qu'il y a une espèce de cohésion de groupe, d'empathie qui se forme, c'est un peu tartouille de dire ça comme ça, mais de bienveillance collective, du fait qu'on se surveille les uns les autres. Et un deuxième intérêt secondaire qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est sur le matériel. Le fait de faire ça fait que les pilotes s'intéressent au matériel des uns des autres. Ils disent ah oui, tiens, t'es bien accroché, mais tiens, c'est pas bon, tu mets ton rayon comme ça, j'y avais pas pensé moi. Ah tiens, ah oui, et là ton accélérateur, t'es sûr qu'il peut l'attraper. Donc on revient à l'initiative d'avant et aux soirées scéniques. Donc ça coûte pas grand chose, c'est pas très compliqué à faire, et nous en tout cas, en termes de cohésion du club, on en est très contents. Voilà, je veux juste évoquer avec vous une dernière chose. En préparant cette table ronde, j'ai juste posté il y a une semaine de ça un fil sur le champ du Mario, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un forum de département, en disant tenez, il y a cette table ronde, venez. Je ne sais pas s'il y a des gens du champ du Mario, qui sont sur le champ du Mario, qui sont dans la salle. Oui, un, deux, trois, super. Et donc le fil était, voilà, si vous avez une idée sécu, postez là, et puis on en parlera. Donc je vais avancer la pompe avec le tunnel check. Et puis il y a plein d'idées qui sont sorties dans ce fil. Je vais juste très vite en balayer 3. Il y a une très jolie idée, très simple, qui est de dire ah ben tiens, en fait, les traces de la CFD, ce serait intéressant que le pilote qui dépose une trace puisse mettre des commentaires géotagués sur sa trace, dire ah oui, là attention, dans cette zone-là, c'était difficile parce que j'ai été contrarié ou parce que j'étais souvent dans les conditions du jour. Simplement ça. Et donc, du coup, ça devient un outil encore plus intéressant pour préparer le vol, d'avoir ces commentaires. La deuxième chose qui a été postée sur ce fil, c'est une proposition, alors là, je sais qu'elle fait beaucoup polémique, c'est de dire il y a cette histoire de vol de groupe qui marche dans le CFD, mais après tout, si on avait envie d'encourager les vols de groupe, si on se disait que les vols de groupe c'est intéressant en termes de sécurité parce que on est toujours plus malin à plusieurs que tout seul, parce que le fait de préparer un vol ensemble, on progresse, que le fait de faire un vol ensemble, s'il y en a un qui se fait mal, on prévient les secours, le fait de débriefer un vol ensemble, après, c'est pareil, on progresse. Donc pourquoi ne pas juste attribuer quand on fait un vol de groupe un coefficient multiplicateur, comme quand on fait un triangle EFAI, pour avoir une action incitative pour ces vols de groupe. Et la troisième idée, qui est un petit peu dans le même sens, qui appelle aussi à la collectivité pour le partage d'expertise et d'expérience pour améliorer la sécu, c'est d'avoir une base de données beaucoup plus efficace qu'elle n'est actuellement sur les dangers spécifiques au site. Voilà, on sait tous que chaque site a ses dangers, parfois c'est évident, ça se voit comme le néographique, parfois c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais par contre, à tous les coups, il y a des gens qui savent, c'est les pilotes qui pratiquent ces sites, les pilotes locaux. Ce savoir, parfois il sort, parfois il est sur les panneaux de sites FFVL, mais parfois il ne sort pas du tout. Parfois, il faut le chercher, il faut demander s'il est bien en soi, mais il n'y a pas toujours du monde. Donc du coup, l'idée c'est simplement de faire une base de données assez exhaustive sur, quand vous arrivez sur un site, vous savez quels sont ces dangers. Etc. Et ma dernière diapo, c'est celle-là, en fait, c'est une représentation qui est très très utilisée en aéronautique, dans la gestion de risque, mais aussi en entreprise. Ça s'appelle le modèle de Riddle. Et c'est une représentation de qu'est-ce qui se passe quand il y a un accident. On peut représenter les choses de la façon suivante. Il y a une série de plaques. Chaque plaque est un obstacle qui doit empêcher l'accident normalement. Alors, par exemple, une des plaques, ça pourrait être les qualités de pilotage. Une plaque, on
on en a parlé, c'est une bonne perception des menaces, une autre plaque, ça pourrait être l'état physiologique du jour, on peut rajouter plein de plaques comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un accident? Alors évidemment, ces plaques sont pas parfaites, il y a des trous dedans, et quand il y a un accident, c'est que un certain nombre de trous s'alignent, et ça passe, et il y a un accident. Donc du coup, notre boulot à la commission Sécu et tous les gens qui s'intéressent à ces problèmes de sécurité, c'est de recenser tous ces trous, de les reboucher patiemment, un par un, et vous l'avez compris, je pense que, enfin moi en tout cas, ce que je soutiens, c'est que les méthodes qui font appel à la communauté, qui font appel à un partage d'expertise, qui font appel au retour d'expérience, y compris sur les accidents, sont hyper efficaces pour reboucher, en tout cas certains de ces trous. Je pense notamment à tous les trous sur la perception du